Bonjour, aujourd'hui je vous fais la correction du DS. Donc il y a une partie que je vous fais directement dessus et vous verrez que pour la partie où je vous demandais de mesurer le volume du soldat, on va faire l'expérience. Je vais prendre le temps de faire l'expérience que vous deviez me décrire. Alors c'est parti. D'abord, de quoi est composé l'air? Alors, il fallait me donner au moins les deux gaz principaux. Donc ces gaz, c'était le dioxygène. Vous pouviez me donner la formule O2 si vous vouliez, mais je ne vous la demandais pas nécessairement. Attention, par contre, si vous le mettez, le 2, c'est un indice, c'est pas un exposant, il faut le mettre bien en bas. Il y avait le diazote, N2. Alors, dioxygène et diazote, on dit souvent dans le langage courant que c'est l'oxygène et l'azote. L'oxygène et l'azote, c'est les éléments, c'est vraiment les atomes. Dioxygène et diazote, c'est ce gaz qu'on respire, qui sont combinés à chaque fois pour ces gaz-là, de deux atomes d'oxygène ou deux atomes d'azote. Voilà, pour l'argon, c'est pas du diargon, c'est des atomes d'argon tout seul. Le dioxyde de carbone, il est un peu plus compliqué, on en reparlera dans le chapitre suivant. Et je vous demandais de me donner les proportions. Donc pour le dioxygène, c'était 21%, le diazote, c'était 78%, l'argon, c'était à peu près 1%, le dioxyde de carbone, c'est vraiment très peu, 0,035% ou 0,04%. Voilà, ce que je voulais surtout voir, c'était 21%, 78% pour le dioxygène et pour le diazote, à la rigueur 20%, 80%, où ça pouvait être aussi des proportions en me disant que ça c'était 1/5 et que le diazote, lui, c'était 4/5. Voilà, l'argon et le reste étant vraiment une portion congrue. Ensuite, je vous demandais de modéliser dans la bouteille. Modéliser, c'est-à-dire qu'il va falloir choisir un modèle. Alors, classiquement, pour le dioxygène, on aime bien prendre quelque chose de rouge, parce que c'est la convention utilisée pour le dioxygène, parce que, par exemple, le dioxygène est transporté dans le sang dans les globules rouges, qui oxydent le fer en lui donnant une teinte un petit peu rougeâtre. Donc voilà, le rouge, c'est bien, c'était pas obligatoire, vous pouviez tout faire sans couleur. Mais là, par exemple, je vais prendre un petit rond rouge, et je vais dire, alors j'ai pas besoin, j'ai vu qu'il y en a plein qui m'avaient fait, mais c'est vrai que c'était une des illustrations que j'avais utilisées. Pas nécessaire, vous pouviez prendre, je vais prendre, tiens, par exemple, un petit triangle rouge en disant, ça, c'est du dioxygène. Donc ça, c'est mon dioxygène. De la même façon, pour le diazote, je vais choisir, par exemple, un carré bleu. Comme ça, on a à la fois une différence de forme et une différence de couleur. Pas besoin de mettre ici l'argon, encore moins le dioxyde de carbone. Au niveau de notre modèle, on ne s'en sortirait pas si on veut respecter les proportions. Et les proportions de 1/4, alors la façon la plus simple, c'est présenter, de façon à respecter les proportions de 4/5 pour 1/5, mon gaz, mon air. J'ai bien modélisé un gaz, puisque j'occupe tout l'espace. Je peux rajouter également des petits traits ici pour donner, pour rappeler que ces molécules sont en mouvement. Voilà, donc là j'ai doublé la mise, j'ai mis 2 dioxygènes et 4 fois plus de O2. L'idée c'est de bien respecter la proportion. Voilà, ça c'est ma modélisation d'un gaz qui occupe tout l'espace. On peut mettre le mouvement avec ces petits traits, on respecte les proportions et on a une modélisation qui est claire. Là j'ai à la fois utilisé des formes différentes, des couleurs différentes, donc il n'y a pas de confusion possible. Question 3, on introduit dans cette bouteille un petit rongeur. Voilà, il ne faut pas qu'il soit trop gros de toute façon pour passer par le goulot. Expliquer, il y avait deux choses que je vous demandais ici. Expliquer comment la composition de l'air va être modifiée. Okay, elle va être modifiée du fait qu'on a un rongeur à l'intérieur, parce que ce rongeur va respirer, il va inspirer et expirer l'air. On a vu en cours, l'air expiré est différent de l'air inspiré. Si on s'amusait à re-respirer cet air qu'on expire, au bout d'un moment, il va y avoir un petit problème, et ça, vous me l'avez généralement très bien expliqué. Par contre, il faut m'expliquer en quoi ça va être modifié. La deuxième chose que je vous demandais, c'était de modéliser l'air qu'on obtient au bout d'un certain temps. Alors, au bout d'un certain temps, je vous laissais une certaine souplesse là-dessus, il fallait juste que ça soit cohérent avec vos explications. Donc l'air qu'on avait au début, alors là je vais reprendre, je vais partir, on verra la modélisation après. Mais au niveau de l'explication, qu'est-ce qui se passe? On va imaginer qu'on vient d'introduire notre rongeur. Donc là, le rongeur, il est dans la bouteille. Lui, il va inspirer à la fois le dioxygène et le diazote, il ne sait pas faire le tri, il inspire tout. Mais par contre, on a vu qu'il n'utilisait que le dioxygène. Il ne va pas utiliser le diazote. Il ne va pas utiliser instantanément tout le dioxygène, il va en recracher une partie, mais une partie de ce dioxygène va être
transformé avec d'autres molécules qu'il a dans son corps, des choses qu'il a mangées, ou ses graisses, ou ses protéines. En fait, le dioxygène va être consommé, hein, c'est ça que je voulais voir surtout. Le dioxygène est consommé lors de la respiration de la souris. Le diazote n'est pas impacté, il rentre, il ressort, il ne s'est rien passé au niveau des poumons pour lui. Par contre, du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau sont rejetés par la souris. Hein, souvenez-vous, en classe, on a mis en évidence la présence de dioxyde de carbone grâce à l'eau de chaux. Hein, vous pouviez parler de l'eau de chaux si vous le souhaitiez, pour être plus précis. Et on avait effectivement évoqué aussi que, par exemple, en hiver, quand vous respirez, on voit la condensation de la vapeur d'eau former un espèce de brouillard quand on respire. Voilà, donc vous saviez que ça s'était produit, vous saviez aussi que l'oxygène disparaissait lors de la respiration. En termes de modélisation, du coup, on ne va pas pouvoir... cet air, il ne va pas rester comme ça. Qu'est-ce qui va se passer? On va par exemple effacer un oxygène. Et puis au niveau de la légende, voilà, donc là j'ai rajouté au niveau de ma légende à la fois les deux nouveaux gaz qui ont été produits, j'ai enlevé un peu d'oxygène pour montrer qu'il était consommé, et j'ai fait apparaître du dioxyde de carbone et de la vapeur d'eau dans ma bouteille. Alors j'aurais pu enlever tous les oxygènes, à ce moment-là, ma souris au bout d'un moment, hein, elle est morte. Là on va dire qu'elle est à un moment où elle peut encore respirer, il y a encore de l'oxygène, mais il y en a 2 fois moins qu'au départ. Et on a produit du CO2 et du H2O. Voilà, donc ce qu'il fallait à la fois m'expliquer et me modéliser sur cet exercice. Voilà, est-ce que j'ai bien mis mon nom sur la copie? Non, j'ai pas mis mon nom. Alors, ensuite, le texte à trous. On parle de l'air pur de la montagne, mais pourtant, c'est un quoi? Alors cette question-là, elle vous a pas mal dérangé. Qu'est-ce qui vient s'opposer? Qu'est-ce qui cloche? C'est-à-dire, on sous-entend que l'air n'est pas pur. Alors j'ai vu, mais pourtant, c'est un mensonge, c'est un mythe, c'est tout ce que vous voulez. Pourquoi il ne serait pas pur, l'air à la montagne? Mais il n'est pas pur parce que l'air, de la même façon que vous m'avez justement expliqué ici, que l'air, c'était un mélange. C'est un mélange de dioxygène et d'azote. Et un mélange, c'est le contraire d'un corps pur. Donc ici, il fallait tout simplement me dire que l'air, c'était un mélange. Au niveau de la mer, la pression, c'est 1 bar. Hein, ça on a vu, la pression standard au niveau du sol, alors on dit au niveau de la mer exactement, plus on s'élève, plus cette pression va diminuer. On va le voir juste après. Et 1 bar, je vous avais dit que c'était 1013 hectopascales. Hein, c'est-à-dire 1013 centaines de pascal. Mais c'est l'unité utilisée souvent, notamment en météorologie. H pour hecto et PA pour pascal, bien sûr. Hein, c'était les abréviations. Mais en montagne, cette pression est plus faible. C'est normal, on a parlé de l'atmosphère. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du sol, la pression est de plus en plus faible parce qu'on a de moins en moins de molécules. Et vous savez que la pression, une forme de mesure de l'entassement des molécules. Plus votre gaz, plus les molécules dans l'air sont proches les unes des autres, sont tassées, plus cette pression est forte. Et plus on va s'éloigner du sol, hein, plus vous allez monter dans l'espace, plus les molécules sont espacées les unes des autres, la pression diminue. Donc en montagne, cette pression est plus faible. Et en montagne, on en avait discuté, du fait que la pression soit plus faible, l'eau va bouillir, alors non pas plus lentement, plus rapidement, en l'occurrence ça serait dans l'absolu plutôt plus rapidement, parce qu'en fait l'eau elle va bouillir à une température plus basse. La température d'ébullition sera plus basse. On peut mesurer cette pression, hein, on en avait discuté en montagne, si on essaie de se faire du thé ou du café, on va avoir du mal à avoir de l'eau à 100 degrés, on ne pourra pas. Plus la pression baisse, plus cette température sera basse, et j'ai fait l'expérience avec la cloche à vide de faire bouillir de l'eau à la température ambiante, c'est-à-dire on avait de l'eau tiède qui bouillait juste parce qu'on avait fait baisser la pression dans la cloche à vide. On peut mesurer cette pression à l'aide d'un manomètre, hein, ça c'était l'appareil qui avait branché à côté des seringues, ou certains m'ont mis un baromètre aussi, ça c'est celui qui est utilisé plutôt en météo, qui mesure généralement les pressions autour de la pression atmosphérique standard. Voilà, en haut de l'Everest, on est encore dans la partie la plus basse de l'atmosphère. Hein. La première, c'est la troposphère. Troposphère, c'est là où est l'essentiel de l'air qui est dans l'atmosphère. En fait. Quand on sort de la troposphère, qu'on va attaquer la couche suivante, qui est la stratosphère, déjà, la pression est beaucoup plus faible. Ce qui expliquait que le fameux saut de Felix Baumgartner, qui avait sauté de la stratosphère, il a pris une vitesse énorme, parce qu'il y avait très peu d'air pour résister à sa chute.
même s'il y a encore suffisamment d'air pour aller brûler les météorites, parce qu'elles arrivent vraiment à des vitesses qui sont encore beaucoup plus importantes que ça. Donc, cette troposphère, elle fait environ, alors ça dépend, hein, il n'y a pas de panneau, je vous ai dit, en disant vous sortez de la troposphère, bienvenue dans la stratosphère. L'ordre de grandeur, on dit 10 à 15 km. Voilà. En gros, l'Everest, c'est un peu moins de 9 km, hein, c'est-à-dire que l'Everest arrive déjà dans la partie haute de la stratosphère. Quand vous êtes au sommet de l'Everest, vous avez déjà plus de la moitié de l'air de l'atmosphère qui est en dessous de vous. Parce que c'est la partie où les molécules sont les plus condensées. Ensuite, on a la stratosphère. Dans laquelle la température augmente avec l'altitude, car l'ozone absorbe les... Alors, je vous avais parlé de cette histoire d'inversion de température, c'était un petit peu particulier, mais quand je vous dis quelque chose absorbe quelque chose, ce qui nous protège contre autre chose, là, vous aviez suffisamment de pistes quand même pour me parler de l'ozone. Hein, l'ozone absorbe les rayons, alors vous m'avez mis rayons du soleil souvent, les rayons ultraviolets pour être plus précis, ultraviolets, ce qui nous protège contre alors, les coups de soleil, le cancer, mutation, etc. Et du fait qu'il y ait cette absorption des UV, ça réchauffe en fait cette partie de l'atmosphère, parce que c'est comme votre main, quand vous mettez votre main en plein soleil, si elle absorbe le rayon du soleil, vous allez sentir la chaleur du soleil. Ben là c'est pareil, hein, ça va réchauffer en fait cette partie de l'atmosphère, la température remonte presque jusqu'à 0 degré. Jusqu'à 0 degré Celsius. 0 degré Celsius, à quoi ça correspondait? Ça correspond à 273,15 Kelvin, pas moins de 273,15. Souvenez-vous qu'en Kelvin, vous n'avez pas de température négative. C'est forcément positif. Ensuite, pourtant, ce même gaz, donc toujours l'ozone, vous avez encore une nouvelle piste pour me trouver l'ozone, cause des irritations du système respiratoire lorsqu'il est émis par, alors là, industrie, voiture, essentiellement des rejets industriels. Voilà, donc ça c'était pour la partie texte à trous. Ensuite, autre question qui vous a pas mal dérangé, décrire l'épaisseur de l'atmosphère terrestre par rapport à la Terre en comparant à un objet sphérique. Okay, le ballon de foot, je l'avais utilisé en cours, je vous avais dit l'épaisseur de l'atmosphère. Alors pas toute l'atmosphère, je vous ai parlé de l'exosphère. L'exosphère, il y a tellement peu de molécules dans l'exosphère, c'est pas vraiment représentatif de cette pellicule d'air qui entoure la Terre. L'essentiel de cet air-là, il est dans la troposphère, et si on comptait juste la troposphère, ça va être vraiment l'épaisseur d'une feuille de papier. Voilà, alors épaisseur d'une feuille de papier, certains m'ont dit une orange, ça serait l'épaisseur de la peau, etc. Voilà, il y avait l'idée de vous voir m'expliquer avec un raisonnement, éventuellement avec des chiffres. Certains m'ont dit, ok, la Terre c'est 6400 km, 6400 km, et je considère par exemple que l'atmosphère a une épaisseur de 100 km. Bah, 6400 par rapport à 100, voilà, on a un rapport de tant de pourcents, hein, de 1% à peu près. Ça dépendait des couches que vous considériez. Voilà, donc j'ai noté assez souplement, je voulais juste vous voir jauger un peu la taille de la Terre et la taille de l'épaisseur en fonction des chiffres que vous aviez. Ensuite, on avait 3 bouteilles qui contiennent de l'hélium pur. Okay, donc un seul gaz, et on l'a modélisé, notre modélisation elle est ici, hein, avec des points noirs. Dans ces 3 bouteilles, la pression est différente, on a représenté l'hélium dans la bouteille 2. Donc ici, on vous a donné la représentation de l'hélium, un peu comme nos bouteilles d'air tout à l'heure, et on a à chaque fois, avec un manomètre, on affiche la pression dans ces 3 bouteilles. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que ici, on était à 2 bars. Hein, je vous ai expliqué que la pression, c'est une mesure de l'entassement des molécules. Et j'avais pris un exemple en disant, dans la salle de classe, si tout à coup, je fais rentrer 2 fois plus d'élèves, hein, au lieu d'être 20, on est 40, on va être 2 fois plus précis. La pression, c'est pareil pour cette bouteille, si vous rentrez 2 fois plus de molécules dans cette bouteille, la pression sera 2 fois plus grande. Et c'est justement ce qu'on avait ici, c'est-à-dire que là, vous pouviez voir que la pression était 2 fois plus grande. Donc il fallait dessiner 2 fois plus de molécules. Donc là, j'avais 2, 4, 6, 8, or ça dépendait de vos copies, là ça dépendait des sujets. Alors ça c'est un peu énorme, on va prendre quelque chose d'une taille un peu plus adaptée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai mis 16 atomes, parce que j'en avais que 8 ici. Donc j'ai modélisé 2 fois plus d'atomes ici, pour tenir compte du fait que la pression soit 2 fois plus forte. Qu'est-ce qu'on a ici? Bah là, on n'avait qu'un bar, donc là, pour le coup, c'était la moitié. Donc si on avait si on avait représenté, modélisé ici avec 8 molécules, il va falloir ici en mettre que 4. 1, 2, 3, 4. Et à chaque fois, vous utilisez tout l'espace. Hein, il ne s'agissait pas
Alors, je vais effacer et vous montrer des bêtises que j'ai pu voir. Par exemple, il y en a qui ont raisonné. Alors, il y avait une part du raisonnement qui était bonne, c'était de me dire 4 bars, ça doit être 2 fois plus compressé. Donc, ils m'ont redessiné mes 8 atomes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais en prenant une partie de l'espace plus faible. Sauf que un gaz occupe tout l'espace. Donc, cette modélisation ici, elle ne fonctionnait pas. Voilà, donc 2 bars, un certain nombre de molécules, 1 bar, 2 fois moins de pression, et ici 4 bars, 2 fois plus de pression, 2 fois plus de molécules. Quand on utilise, pour obtenir ça, il va falloir utiliser par exemple une pompe à vélo et injecter de l'air à l'intérieur. On n'est pas dans le cas de notre seringue, où là, pour faire varier la pression, on changeait la taille du récipient, puisque la seringue, on comprimait avec le piston, on modifiait la taille. On ne changeait pas le nombre de molécules, on modifiait la taille. Ici, on change le nombre de molécules, puisque la taille ne change pas, la seule façon de changer la pression, c'était de mettre plus d'air. Et nulle part, on vous disait que la quantité d'air à l'intérieur des bouteilles restait la même. Si la pression est 2 fois plus forte, ça veut dire qu'il y a 2 fois plus d'air dedans, parce que c'est la même bouteille. Donc on a 2 fois plus de molécules. Alors ensuite, il y avait la partie expérimentale. Alors, pour la partie expérimentale du petit soldat, on va tout simplement faire l'expérience. Moi, je vous demandais juste de le montrer, mais pour la correction, comme c'est du matériel que j'avais, c'est un vase que j'avais dans mon salon, je me suis dit que j'allais vous faire l'expérience. Alors, vous aviez un certain matériel, il y avait une balance, calculatrice, papier millimétré, vous avez mis du scotch, vous aviez de l'eau. Vous aviez ce vase cylindrique qui n'est pas gradué. Il est bien cylindrique, mais il n'a aucune graduation. Et puis je vous avais mis une statuette, un petit soldat de plomb. Alors là, moi j'ai un petit joueur de Cora dans un métal, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est et j'aimerais bien savoir ça. Donc effectivement, une façon d'essayer d'identifier ce métal, en supposant que ça soit, que ça soit un corps pur, ça serait de déterminer sa masse volumique. Et pour déterminer sa masse volumique, on mesure la masse, on mesure le volume, et on pourra ensuite calculer la masse volumique. Alors déterminer la masse, c'est assez facile. J'ai une balance, je la tare, je pose ma statuette dessus, je vois qu'elle fait 207 grammes, je note ça dans un coin. Ça, c'est ma masse. Okay. La question un petit peu plus complexe, et c'est celle que je vous demandais, je vous demandais uniquement ça dans cette question de l'exercice, c'était de déterminer son volume. Comment est-ce qu'on fait pour déterminer son volume? Alors vous avez appris la technique du déplacement d'eau. Le déplacement d'eau, je prends un objet, je le mets dans une éprouvette graduée qui contient déjà de l'eau, à un certain niveau, c'est mon niveau initial, j'observe une montée du niveau d'eau, il faut que la statuette soit totalement immergée. Mon volume final, moins mon volume initial, correspondra au volume de ma statuette. Donc c'est une technique qui permet de mesurer le volume d'un objet de forme un peu bizarre. On pourrait faire ça si on avait une éprouvette graduée. Malheureusement, on n'a pas d'éprouvette graduée. Alors comment est-ce qu'on peut contourner la situation? Il y en a plusieurs d'entre vous qui ont effectivement eu l'idée de coller avec le scotch, je vous avais donné du scotch, de mettre ce papier millimétré le long du vase, afin de le transformer en vase gradué. Le problème qu'on a ici, c'est que ces graduations ne vont pas correspondre à des millilitres. Lorsqu'on a eu une éprouvette graduée, les graduations correspondaient à un millilitre, c'était bien commode. Mais vous doutez bien que ça dépend de la forme du vase. Imaginez si vous remplissez votre baignoire, que vous montez le niveau d'un millilitre, ou si vous remplissez ce vase, que vous montez le niveau d'un millilitre, c'est pas la même quantité d'eau qu'il faut. Imaginez pour monter le niveau des océans d'un millilitre. Amusez-vous à faire le calcul. La Terre, c'est une sphère, 4 tiers de pi fois r au cube. Ça, c'est votre surface, la surface d'une sphère. Rayon de la Terre, 6400 km. Vous multipliez ça par 1 mm, vous faites votre conversion. Vous allez voir que ça va faire un paquet de mètres cubes. Voilà, pour ceux qui ont envie de s'amuser à faire des calculs et des conversions. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir transformer ces millimètres le long de notre vase en millilitres? Voilà, donc là, au lieu du papier millimétré, j'ai fixé au scotch mon équerre le long de mon vase. Pourquoi j'ai utilisé l'équerre et pas le papier millimétré? Parce que mon papier millimétré, en fait, j'ai acheté en ligne, c'est pas du papier millimétré, ça doit être en système impérial. Mais si on regardait exactement la taille, ça correspond pas à des millimètres. Okay, du coup,
ça va pas être très commode. On pourrait le faire, hein, ceci dit. Ça permet quand même de faire certaines des méthodes, mais pas toutes. Il y en a une pour laquelle on a vraiment besoin de ça soit des millimètres. Mais moi, je vous avais dit du papier millimétré, donc vous étiez censé avoir quelque chose qui correspondait à des millimètres. Voilà, moi j'utilise mes cartes. Et je vais aller mettre l'eau. Alors, vous voyez que si je monte mon œil, l'objectif, la surface de l'eau fait comme une ellipse. Si je redescends, au bout d'un moment, ça forme juste qu'un trait. Et si je me mets en dessous, on va avoir de nouveau une espèce d'ellipse, mais à l'envers. Hein, le but, c'est d'avoir vraiment quelque chose de bien, comme un trait. Hein, je zoome un petit peu là-dessus. Ouais, là, on est bien. Eh bien, j'ai plus qu'à mettre ma statuette dans l'eau. J'immerge ma statuette. La ficelle, c'est juste pour pas tout éclabousser. Donc l'eau est en train de se stabiliser. On est entre 3 et 4 mm, on va dire 3,5 mm. Pour autant, on n'a pas le volume. Alors, là, je vous ai dessiné un joli cylindre. Il y a une façon de faire qui est tout simplement utiliser vos connaissances en géométrie, c'est-à-dire récupérer votre équerre, mesurer à l'aide de votre équerre, cette fois-ci, le diamètre de mon cylindre. Okay, je place le 0 à l'intérieur ici. 9,3 cm, ça serait mon diamètre ici. Ce qui veut dire que mon rayon, ça serait la moitié de ça. Pi r carré, ça c'est la surface du disque. On va obtenir 23,70. On a ici 3 chiffres significatifs, mais 0,35. 2 chiffres significatifs, c'est la précision maximum qu'on avait pour notre hauteur, donc 24 millilitres à peu près. C'est la meilleure précision qu'on a réussi à obtenir. Voilà, 24 millilitres, donc c'est la façon dont on a mesuré le volume de notre figurine métallique. Alors il y avait une autre façon de faire, millilitres. Alors quand je vois ça, je me dis, c'est vraiment pas terrible ma précision, parce que tout à l'heure, j'avais quand même, on avait du 24 millilitres. Alors là, ça mérite quand même de refaire la mesure. Je vais être honnête avec vous, j'étais quand même assez mécontent de la précision du résultat. Surtout qu'à chaque fois que je refaisais les mesures, je tombais toujours sur environ 24-25 millilitres avec la méthode géométrique, et je tombais toujours sur 34, 35, 36 millilitres avec la méthode où on pesait l'eau. Donc les deux méthodes avaient l'air assez fiables, mais elles donnaient pourtant des résultats un peu différents. Donc ça me tracassait un petit peu, et je me dis, ça me plaît pas bien, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis posé la question de savoir si ce vase était vraiment cylindrique. La méthode du cylindre me donnait un résultat trop petit. Donc je me dis, est-ce que c'est possible que ce vase soit plus fin en haut et plus large en bas? Alors franchement, vu comme ça, il n'a pas l'air du tout. Mais je me suis fabriqué un petit bout de carton qui fait 9,3 cm en bas, mais qui est plus fin en haut. Pour être sûr qu'il rentre. Alors si vous regardez, j'essaye de le rentrer ici, 9,3, on voit qu'on est vraiment, on rentre tout juste, c'est vraiment serré des deux côtés. On voit bien qu'ici on a nos 9,3 qui sont bien serrés, et dès que je descends un petit peu, je ne suis pas descendu beaucoup, mais déjà j'ai quelques millimètres de chaque côté. Je peux me déplacer dedans. Donc, comment ça s'explique? En fait, le vase, tout simplement, ils ont dû réépaissir le haut du vase pour qu'il soit un peu plus solide, j'imagine, qui risque moins de casser s'il prend un choc sur le bord. Voilà, donc, sur le papier, pour votre DS, ça marchait bien, mais moi, en pratique, quand j'ai essayé de faire la mesure ici, j'ai des gros écarts. Mais en cherchant un petit peu, on a fini par comprendre d'où ça venait.
Voilà, voilà, hein, gardez toujours en tête quand vous faites un exercice, quand vous faites une expérience, et que le résultat correspond pas à ce que vous attendiez pour une raison ou pour une autre, bah, peut-être que vous allez découvrir une nouvelle propriété, hein. Gaston Bachelard disait que faire de la physique, c'était penser contre son cerveau. Mais peut-être aussi que vous avez fait une petite erreur et qu'une petite vérification ne ferait pas de mal. Donc refaire le calcul, refaire l'expérience si c'est une expérience. Ça prend du temps, mais c'est le prix à payer pour être à peu près sûr de son travail. Voilà.